Moi, je suis mbonda bakolope babinaka mbote na biso balandi ya manaka na biso makambo matali ntoki to komanzenga ya mboka na biso oto bengi na lopoto littérature lelo tozali na esengo ya koyamba moko ya bakomi ya uti kopesa mboka na biso lokumu atako alinga ko se présenter comme un Congolais quand il fait l'écriture, mais nous sommes considérés comme notre peuple, notre frère, notre ami, notre cousin, notre Congo. Il fait partie de Mboka Nabiso, a aussi rapporté un grand prix à l'étranger, plus précisément en France, a remporté un prix il y a vocation, prix littéraire de la vocation, un grand prix prestigieux, très lucratif. Il faut remettre à cet côté parce que c'est parmi les rares des prix qui récompensent les jeunes entre 19 et 30 ans pour leurs œuvres, leurs publications. Donc, parmi 70 textes envoyés là-bas, il a été lu et publicité, lauréat et prix littéraire, vocation, tout ça, il y a plus de 233 pages. Surtout 233 pages. Il y a une maison des éditions Récamier, une maison d'édition française où ils ont qui livrent. Comment est-ce qu'il leur a proposé son œuvre, comment est-ce qu'ils ont fait les rencontres, comment est-ce qu'il s'est passé pour qu'ils aient pris. Et si le mot cannabis sur le Koumou, il faut le dire, c'est rare qu'un jeune Congolais, bon, ils sont nombreux, il faut le dire, ils sont nombreux, la Voix d'Afrique, Bazali ou Bazouaka, mais c'est rare, na prix, na roman, Moko Robimi Samoutou peut remporter en haut, et c'est une fierté congolaise. On voit bien que nous sommes sur la bonne voie de créer ou de faire des bons écrivains dans des jours à venir. On va parler avec Steve Aganza, avec son œuvre ou son ouvrage, le roman Baribora, publié aux éditions Récamier. Il est avec nous, il nous revient fraîchement de la France où il était parti recevoir son prix et être présenté dans le public français où il pour un prix très prestigieux, comme je l'ai dit à France, prix littéraire de la vocation. Steve Aganza, bonjour. Bonjour Sensei. Oui, merci et bonjour à tous les téléspectateurs de Fest TV. Merci Mingi et tous ceux qui te connaissent. Bonjour Naepe. Je pense que tous les éléments moi Mingi Toyoka Ndeko Abimi Balamoro dans le nez a pas appris à mener. Il faut signaler aussi c'est son premier ouvrage, son première œuvre publiée. Hein, les autres, ce sont peut-être textes à prix, mais livre publié, premier roman, premier prix. Est-ce qu'il est fragilisé? Est-ce que ça ne va pas fragiliser son écriture dans les années à venir? Parce que dès que vous rapportez un prix, peut-être la suffisance est Zawana. Comment est-ce qu'il programme son plan de carrière littéraire? Toutes ces questions-là avec l'écrivain, on en parle tout de suite après ceci. Baribora, œuvre publiée à la maison d'édition ou dans la maison d'édition Récamier, maison d'édition française, il faut le signaler. Où Bimisi œuvre Nabiso pour la première fois, Bimisa ouvrage naé, un roman de 233 pages et du coup il y a un peu Karamutu et Zueli et Memeli et Sengo et Pessimbo Kamobimba Lokumu, prix littéraire de la vocation 2025 à côté de Nathalie Notom. Et il faut le signaler, c'est le deuxième Africain à rapporter ces prix après un Ivoirien. Donc il n'a jamais eu beaucoup de prix, bien que ça existe depuis 75 ces prix-là. Donc c'est une vraiment fierté à Mboka Haut, tous un plateau, Ndeko Steve Aganza. Premier ouvrage, ouais. Premier prix, bien que Poto peut Betama qui d'aller dire. Comment vous avez réussi cette nouvelle? D'abord, je pense que
c'est important de recevoir un prix littéraire pour faire vivre l'ouvrage dans une rentrée littéraire française qui est comme un océan, où il y a tellement de livres qui paraissent, qui sortent au même moment, que la concurrence est assez rude, même pour faire vivre le roman, l'ouvrage, c'est une tâche assez dantesque. Et là, on comprend que la littérature n'est pas une sinécure, donc on peut écrire chez soi, dans sa chambre, trouver un éditeur et publier, mais pour faire vivre l'œuvre et la maison d'édition de surcroît, c'est pas facile. Et les prix littéraires qui sont, qui plus est, remis par nos pairs. Je pense au prix de la vocation, au jury, il y a Éric Orsena, il y a Kauter Adimi, il y a Christophe Ono, Dibio. Ce sont des écrivains, des gens qui écrivent, qui connaissent le milieu. Et pour un prix mon romancier qui vient de la République démocratique du Congo. Ils n'ont même pas regardé d'où vient l'écrivain. Non, ça... Ils ont juste regardé l'œuvre. Oui, c'est l'œuvre parce que j'ai posé la question. Honnêtement, quand j'ai su que j'étais finaliste, je me suis limité par là. Je ne pensais pas que j'allais remporter le prix littéraire de la vocation. Pourquoi ? Parce qu'en 2024, c'était un Africain. Nincement Fallé. Un Ivoirien. Ouais, mon frère qui est la Côte d'Ivoire, oui. On est en très bon terme, voilà. Et je me disais que... C'était le même ouvrage ou d'autres ouvrages que tu avais proposé l'année passée? Au prix Voix d'Afrique? Oui. Non, c'était un autre. Okay. Ouais, mais on va peut-être y revenir plus tard. Et voilà, je me disais que le comité des lectures allait peut-être faire tourner cette année, parce que l'autre fois c'était un Africain qui venait de la Côte d'Ivoire, et avoir deux Africains, deux jeunes Africains... des suites. Ouais, des suites, je me disais, voilà, non... Il ne veut pas accepter ça. Oui, donc, quelque part, en allant en France pour la tournée de mon livre, pour la rentrée littéraire, j'étais déchargé mentalement. Je ne m'attendais à rien, je me suis dit, voilà, j'y vais. Donc, quand vous étiez parti comme lauréat ou primé déjà? Non. Sélectionné. Sélectionné. Voilà, mais... pas primé. C'était en coulisses. Bon, mais là, on peut le dire, parce que, voilà, c'est mais ce n'était pas encore officiel que tu avais gagné. Oui, ce n'était pas officiel. Mais on t'a invité quand même en France. C'est ma maison d'édition qui m'a invité, ce n'était pas le prix littéraire. D'accord. Voilà, mais en partant, je savais que j'étais sélectionné pour le prix littéraire de la vocation. À l'époque, il y avait 7 romans. Donc, parmi les 70, il ne restait que 7. Oui. Et je savais que j'étais parmi les 7 là. Et comme je vous l'ai dit, je ne pensais pas que j'allais gagner. Donc j'étais moi-même, j'étais libre, je profitais de l'aventure. Les livres, c'était écrit pour que ça soit publié ou c'était écrit pour que ça soit proposé pour les prix? Comment est-ce que ça se passe en fait? Oui. Après le prix Voix d'Afrique, j'étais finaliste en 2024, mais il faut savoir que c'était la 4e édition du prix Voix d'Afrique, c'est étalé sur 2 ans. Okay. Donc moi j'avais soumis mon roman, c'était en 2022. C'était un autre roman que je me garde de citer ici parce qu'on parle de Bahari Bora. Et voilà, le prix avait été reporté pour des raisons internes qui dépendent des éditions Lattès, la Cité internationale des arts de RFI. Et comme j'avais déjà soumis mon roman à un concours littéraire et que en m'engageant dans ce concours-là, je ne pouvais plus soumettre ce même roman à des éditeurs ailleurs. Donc ça m'a permis de travailler sur Bahari Bora. Okay. Donc en septembre 2022, en apprenant les enlèvements qui faisaient rage, qui font toujours rage dans notre pays, j'ai pris un cahier cartonné, j'ai acheté 3 stylos Bic parce que j'écris toujours à la main et j'ai commencé à écrire ces romans. Septembre 2022. 2022, oui. Et tu l'as proposé à la maison d'édition quand? Comme je vous l'ai dit, c'est romanesque même cette histoire. Oui, résume là. Oui, parce que quand j'étais finaliste donc, du prix Voix d'Afrique, après 1 an, donc 2024, bon je le savais depuis longtemps, mais on a annoncé en 2024,
avec mon précédent roman-là, voilà, qui est aujourd'hui quelque part dans mes affaires. Vous avez le droit, après avoir proposé ça dans une maison d'édition, dans un prix, de les publier aussi après. Absolument, comme je ne suis pas lauréat, j'ai tous mes droits. Et, donc c'est aussi quelque part. Oui, c'est quelque part. Part. Après ça, oui, vous disiez. Bon, je n'avais pas gagné, j'étais finaliste et ce prix-là m'a ouvert des portes. Parce que l'écriture, le parcours d'un écrivain, c'est un marathon. Ce n'est pas une course. Et dans chaque, on dit circuit, bon, dans chaque circuit, il y a des virages. Mon virage, c'était le prix Voix d'Afrique. Quand je suis arrivé par là, j'avais un genou à terre, mais je n'ai pas abandonné. Le prix m'a ouvert des portes. J'ai accordé des interviews, voilà, j'ai été invité dans des endroits. Mais je me disais qu'il fallait peut-être aborder la littérature autrement. Plutôt que de démarcher des éditeurs, j'ai pris la décision de partager mes textes. Bon, donc des textes inédits sur Instagram. Vos extraits ou bien vos textes complets? Non, parce que quand on partage sur les réseaux sociaux, ça appartient au domaine public. Oui. Donc je ne peux pas prendre les risques de partager la sueur de mon front, comme ça, de livrer ma littérature. Non, j'écrivais. Peut-être parce que je suis beaucoup l'actualité. J'ai fait des études en relations internationales. J'écrivais sur la condition des femmes au Congo, sur les enfants des rues ou de la rue. Il y a tout un autre débat là. Voilà. Mais on nous a fait voir dans la critique de notre frère Nanza. Absolument. Bon, pour moi, ce sont des enfants des rues, les rues au pluriel. Et donc j'ai fait 6 mois où j'ai partagé d'une manière hebdomadaire des textes inédits sur Instagram, davantage sur Instagram que sur Facebook. Et en août 2024, le 28 août, en actualisant mon Instagram, j'ai découvert un message qui provenait de celle qui est à présent mon éditrice. Voilà, elle disait apprécier... grâce à mes textes, aux textes que j'ai partagés, apprécier mon regard, ma vision sur le monde, sur la condition des femmes, des enfants des rues, sur la société, l'humanité en général. Elle disait que j'avais une voix. Et donc elle m'a demandé si j'avais un roman, un texte que je pourrais leur proposer. Voilà, proposer à mon éditrice. Et heureusement, le retard du prix Voix d'Afrique m'a permis d'achever ce roman-ci. Baribor, qui à l'époque avait un autre titre, voilà, toujours porté par... Donc, si on doit résumer ça, tu es l'écrivain qu'on a découvert dans les réseaux sociaux. Voilà. Pour amener au prix littéraire de la vocation. Voilà, donc, je dis, derrière les réseaux sociaux, Instagram... C'est tout un monde, hein? C'est tout un monde et c'est un mal pour mon bien. Ok. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on était à l'Institut français, on prépare la fête du livre et on a fustigé les écrans, les réseaux sociaux. Et là, j'étais en réalité, voilà, je me dis... C'est pas ce qu'il faut faire. Moi, j'étais découvert grâce aux réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que je dois dire voilà. Donc, grâce aux algorithmes, mais pas que, c'est... Je pense, sans toute prétention, même si je n'avais pas d'éditeur, même grâce aux textes que j'ai publiés sur Instagram, j'avais toujours la même détermination. Mais quand vous publiez vos textes sur Instagram, l'idée c'était quoi? De se trouver un éditeur ou bien juste qu'on sache que vous écrivez? Absolument. C'était qu'on sache que j'écrivais. Parce que... Vous n'avez pas l'intention de chercher un éditeur pour publier vos textes? J'ai commencé vous avez déjà fait et puis ça n'a pas marché? Non, ouais, voilà, j'ai commencé à courir après les éditeurs depuis 2018. Ah bon? Voilà. Donc quels éditeurs? Éditeurs congolais? Non. Vous n'avez jamais proposé vos œuvres à un éditeur congolais, éditeur entre guillemets? Non, jamais. Et quand j'étais finaliste du prix Voix d'Afrique, il y a un éditeur congolais vous a sollicité. Voilà, qui a voulu publier mon roman finaliste et voilà, mon cœur n'y était pas. Ça n'a rien à voir avec la scène littéraire quinoise congolaise, mais
Je suis une personne sensible et je suis fier de ma sensibilité, de mon intuition. J'étais patient. Je savais qu'avec la détermination, tout est possible. Ok. Donc j'ai mis mon cœur dans mon travail, j'ai mis mon âme. Et c'était une question de temps. Que les étoiles s'alignent sur ma pensée, sur la pensée de mon éditrice, pour qu'elle m'écrive à cet instant-là où je n'avais pas de contrat, où j'étais déprimé. Parce que pour une personne qui écrit dans la solitude, pour une personne qui est portée par la déréliction, il y a toujours une forme de solitude qui est profonde. On se pose beaucoup de questions, on se remet en question, parce que moi, mon propre challenger, mon propre conquérant, le premier même, c'est moi-même. Ok. Quand j'écris, je soumets un texte au Prix Voix d'Afrique et qui n'est pas lauréat, voilà, je me dis, ce n'est pas mon moment, mon tour viendra, et donc je travaille davantage. Vous n'avez pas répondu à la question. C'est la maison d'édition qui a envoyé votre texte au prix littéraire de la vocation, ou c'est vous-même qui avez envoyé votre texte par là? Non, c'est la maison d'édition. La maison d'édition, parce très organisée, ouais, qui a proposé votre roman là-bas. Oui, la maison appartient au groupe Editis, Okay. qui est qui joue un grand rôle sur la scène littéraire, pas que française, mondiale, parce que Récamier, mon roman est publié en France, en Suisse, dans des pays francophones et au Canada aussi, donc on traverse l'Atlantique. Et il y a une personne dans la maison, dans la structure éditoriale, son travail, c'est de soumettre le roman au prix littéraire. Donc il y a eu plusieurs, et il se trouve qu'on a été retenu pour le prix de la vocation, et il y a d'autres à venir, mais je ne peux pas en parler pour le moment. Okay. Il y a d'autres sélections. Exactement, on a compris. Donc, le prix, c'est un fruit des réseaux sociaux, du hasard aussi, qui a bien fait les choses, et surtout du travail, comme vous l'avez souligné. Oui, c'est ce que je dis. Les réseaux sociaux sont un miroir sur les mondes au pluriel. Et même si, voilà, on me reproche souvent le fait que j'écris chez moi, toujours. Qui vous reproche? Bon, mais... qui vous reproche? Toujours les réseaux sociaux. Ah, ok. On va pas citer qui ont les réseaux sociaux. Voilà. Et moi, je dis, il n'y a pas de mal. J'écris chez moi, mais je suis déterminé. Je sais que ma littérature m'ouvre des portails sur les mondes. Toujours. Donc, j'écris et je ne sais pas qui lira mon texte. Même quand je publie sur Facebook, sur Instagram, je dois me dire, voilà ce texte, même s'il tombait entre les mains de Victor Hugo. Il y avait des réactions dans chaque publication, des réactions de personnes inconnues. Oui, parce que là, mon lectorat, je dirais, sur Instagram est assez conséquent. Donc il y a eu des réactions, mais pas tellement de la scène quinoise. C'est peut-être la conséquence de ma solitude. Mais les réactions venaient toujours... tu vois que la scène quinoise ne comprenne pas ou n'arrive pas à appréhender tes textes, comment? Ce sont les algorithmes, peut-être. Les réseaux sociaux. Voilà, il faut le dire, on va finir la question du prix par ces prix. C'est un prix très prestigieux en France et très lucratif. Il faut le dire aussi. Une grosse somme est cachée derrière ça. Vous avez déjà perçu le montant pour que les techniciens soient prévenus du pourcentage ou comment? Voilà, il faut savoir que le prix littéraire de la vocation est remis par la Fondation Marcel Bleustein de la vocation. C'est-à-dire, il y a un prix littéraire de la vocation, mais il y a un prix littéraire de la poésie. Okay. Il y a 30 prix littéraires. Bon, pas littéraire, il y a 30 prix que la Fondation décerne chaque année. Et donc, pour la littérature et la poésie, ce sont les deux premiers prix qui sont donnés, attribués, quoi. Mais pour que chaque lauréat puisse toucher sa dotation, il me semble, ça prend du temps parce que il y a 30 lauréats et chacun doit
envoyer ses coordonnées. La comptabilité doit faire son travail et donc ça prend du temps. Mais c'est acté, quoi. C'est acté. Merci beaucoup. On espère que nous aurons notre pourcentage. Entrons maintenant dans le vif du sujet, les livres en question. Bahari Bora. Pourquoi Bahari Bora? C'est en Swahili et ça veut dire quoi? Bahari Bora, c'est en Swahili. C'est une allégorie sur le Congo. Parce que si on traduisait en français, la signification serait bel océan tranquille. Ok. Comme le Congo qui est un beau pays, paradisiaque, vu de l'extérieur, vu d'en haut, mais une fois qu'on atterrit, on découvre un enfer. Tout comme la vie de cette jeune fille qui a été enlevée par un groupe rebelle que je me garde de citer, pour ne pas faire quelques pubs à la télé. Mais que vous avez cité dans diable, oui. Là, quelqu'un qui lit. Il faut acheter les livres pour savoir le nom de ce groupe de il a été enlevé par ces groupes rebelles-là. Et même dans la vraie vie, en réalité, c'est un groupe rebelle qui a prêté allégeance à Al-Qaïda. Donc, il enlève les jeunes filles pour les enrôler dans leur mouvement rebelle, non, mais qui est davantage terroriste que rebelle. Voilà. Et pour une jeune fille comme Bahari Bora, qui représente à la fois deux vulnérabilités, c'est-à-dire que c'est une enfant et c'est une fille. Et donc, elle est la proie idéale. Et probablement une mère. Oui, probablement. C'est ça, elle est la proie idéale pour ces diables-là. Parce qu'ils s'en prennent aux filles. Ils se disent, si nous, on est là pour... on ne va pas se voiler la face pour vous minérer. Et que vous, les hommes, donc, vous restez ici parce que vous avez des familles. Vous pensez que c'est votre territoire. Eh bien, non, ce territoire nous appartient parce qu'on a vos filles. Ça s'est toujours passé comme ça dans l'Antiquité, dans tous les conflits qui ont traversé l'humanité. Les femmes deviennent des armes parce qu'ils sont sur la première ligne. Voilà, donc elle est enlevée et 5 ans plus tard, il se découvre enceinte dans des circonstances qu'on va découvrir à la lecture. Mais elle se surprend à aimer cet enfant qu'elle sent grandir dans son ventre. Vous vous êtes confié ici à dire que vous ne sortez carrément jamais de chez vous, vous écrivez à la maison, bien que vous êtes originaire de Bukavu, comme on a précisé. Est-ce que cette histoire vous est venue aussi dans votre chambre ou c'est un vécu que vous avez vu, entendu ou observé dans votre société? Comme l'a dit Hélène Ségara, on n'oublie jamais rien, on vit avec. Moi-même, j'ai connu la guerre de Monteboussi et Laurent Kunda. Kunda Batouari. Oui, Kunda Batouari. J'étais à Goma, j'étais un enfant. Et voilà, on a appris à survivre très tôt. Et moi, je me dis, toujours porté par l'empathie, qui est le sens même de mon écriture. Si moi, j'ai vécu la guerre dans ma peau de jeune garçon, et que parfois on allait, parce qu'il y avait, je me souviens, il y a une image qui est restée gravée dans ma mémoire. On était à Goma et il y avait des rebelles qui étaient dans la ville. Et devant chez nous, donc il y avait un camion un camion remorque qui transportait des maniocs qui s'était arrêté sur le bord de la route. Et les soirs, parce qu'il n'y avait rien à manger, moi, avec les enfants du quartier, voilà, on allait piller. Là, tu fréquentais encore les autres. Les autres venaient à moi. D'accord. Donc on vous le concède. On allait piller les maniocs, donc le camion, on ne savait pas ce qu'était le pillage, on ne savait pas qu'il y avait un risque que l'on courait en allant comme ça, mais on était face à face avec les rebelles qui ne faisaient rien. Ils étaient armés, mais voilà, ils nous prenaient peut-être pour des parasites. Et je me suis dit, si c'était des jeunes filles ou des petites filles qui sortaient comme ça, est-ce que l'issue allait être la même? La réponse est non. Donc je me suis mis dans la peau de dans la chair de cette jeune fille qui aurait pu être ma sœur, qui aurait pu être ma mère, parce que la situation du Congo, nous sommes dans un pays où la guerre n'est pas un événement, mais c'est un climat et qui ne connaît pas des saisons.
À l'Est, oui, ça fait 30 ans. Bahari Bora a 18 ans, il a 13 ans lorsqu'il se fait enlever. Donc il est venu au monde, il a trouvé la guerre qui était là. Et si, à travers les lignes, peut-être les espaces insécables, on comprend qu'il est résigné. Il s'est condamné, il sait que sûrement il quittera ce monde et la guerre sera toujours là. Voilà. La guerre au Congo, c'est pas un événement, c'est un climat qui n'a pas de saison. Considérez-vous comme un poète? Parce que je l'ai dit dans ma publication pour annoncer l'émission, ce livre, c'est parmi le premier ou le meilleur livre poétique que j'ai lu cette année. Et bizarrement, ce n'est pas écrit en poème ou en recueil, c'est en prose. Considérez-vous comme un poète? Je pense... je vais expliquer. Oui, bien évidemment. Je me dis, si moi-même j'ai connu la guerre, et que dans ma poitrine, il y a un cœur qui bat au rythme émanant des émotions. Et je pense que le cœur de l'homme est fait de chair et de sel. Et c'est la beauté du monde, quelque part. C'est la poésie qui l'empêche de s'assécher. Donc moi-même, je reste, comme je vous l'ai dit, je suis une personne sensible. Et je suis fier de ma sensibilité parce que c'est la preuve que je suis un être humain. Je ressens les choses malgré tout ce que j'ai vécu, tout comme Bahari Bora. Et donc c'était essentiel d'accorder une grande place ou part à la poésie dans mon écriture. Et comme j'écris toujours à la main, je me laisse porter par ma propre vision du monde parce que je pense que l'écrivain ne donne rien. Et qu'est-ce qu'il fait? L'écrivain offre. Il n'y a personne qui est venu me demander, voilà Steve, on veut que tu écrives un roman sur le Congo, sur la situation des femmes. Mais non, j'ai offert, ça part d'une intention d'offrir ma vision du monde, toujours pour que l'empathie ne meure jamais, pour que toute personne puisse se mettre à la place de l'autre. Donc si on me dit, c'est une question qui revenait souvent, même quand j'étais en France, à Nancy, à Besançon, lorsqu'on a fait des salons de livres. Quand je parlais, il y a des lecteurs qui s'arrêtaient pour me demander si j'étais un poète. Et vous leur répondez? Qu'il fallait lire le roman pour découvrir. Non, les gens qui vous posaient la question à l'époque. Je n'avais même pas le temps de répondre parce qu'en parlant, ils me disaient, si tu écris comme tu parles, sûrement l'on sera comblé par ta poésie. Alors ils achetaient des livres et donc on a fait des sold out, voilà. Et tu ne te considères pas toi-même comme un poète? Je pense que c'est peut-être par fausse modestie ou par humilité, mais je pense que les poètes, on les a laissés dans le siècle dernier. Les poètes, voilà, quelqu'un qui s'est dit poète, il y a des Rimbaud, Verlaine, Guillaume Apollinaire et Victor Hugo, quelque part, ce sont des poètes. Moi, j'écoute simplement ma mélodie, ma musique intérieure qui me porte dans mon écriture et je la transcris simplement sur ma feuille. C'est un punchline. Donc tous ces gens qui s'appellent poètes, vous pensez qu'ils viennent de notre siècle? Peut-être qu'ils sont des rescapés du XXe siècle. Ça c'est très bien dit, nous sommes avec... Oui, parce que la poésie, c'est la vie. Et on ne plaisante pas avec la vie. Je ne peux pas venir ici me dire je suis poète parce que j'arrive à rimer 2-3 mots, parce que je sais ce qu'est un un alexandrin et tout ça. Mais la poésie, c'est autre chose. C'est quoi précisément? C'est la vie. Et la vie n'a pas forcément de définition. Ou une explication claire. Voilà, la vie se vit, si ce n'est pas une tautologie, la vie se vit, c'est ressent. Et si vous ressentez dans mon écriture qui est en prose que je suis un poète, vous le prenez. Très bien, nous sommes avec Steve Aganze, auteur et romancier.
du livre Bahari Bora, qui vient d'être primé au prix littéraire de la vocation. Souffre aujourd'hui pour une exception de faire une émission en français. L'auteur a du mal à parler les lingala et on devait suivre le pas. Il est originaire de Kivu, il vit à Kinshasa. Ne vous inquiétez pas, son lingala, il a honte de ça. On peut essayer. Mais j'attends souvent dans vos commentaires, dans vos dits, que l'empathie. Qu'est-ce que ça représente chez toi, l'empathie? L'empathie, il me semble, c'est notre richesse commune en tant qu'humain. Je le pense vraiment, et c'est ce qui me porte dans mon écriture. C'est de pouvoir se mettre non pas dans la peau des autres, comme on dit, mais dans la chair de l'autre. Sentir avec l'autre, éprouver même. J'étais dans une rencontre qu'on m'a demandé si j'étais un personnage fictif, lequel ce serait. J'ai répondu Meursault dans L'étranger d'Albert Camus. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est bien dommage de pouvoir vivre en éprouvant, sans pouvoir éprouver autre chose que la brûlure du soleil. Le monde est merveilleux. Il faut savoir ressentir, que ce soit la douleur, que ce soit la joie. Mais quand on est humain et qu'on vit dans cette société, il faut savoir vivre l'autre, le tenir par la main pour que vive notre humanité. Parce qu'avec ce que la société actuelle traverse, que ce soit au Congo, en Afghanistan, dans tous les pays, il y a un mal très terrible et une insensibilité qui s'installe dans le monde, peut-être portée par les réseaux sociaux, par les informations. Et si l'on me demande pourquoi Bahari Bora n'est pas un essai, mais un roman, je dirais simplement parce que je voulais humaniser les chiffres. Vous l'avez lu, donc il y a des articles que je rapporte dans le roman, les chiffres. Et souvent, on a tendance à oublier quand on suit les infos et qu'on parle, on dit, voilà, un tel groupe rebelle a tué tel nombre de personnes, 70, 10, 100. On oublie que derrière ces statistiques, il y a des vies qui sont effacées. Donc je l'ai fait sciemment avec mon éditrice, son regard. Je me suis dit, quand je parle d'un fait, je les rapporte. Donc je suis un rapporteur. Je suis un écrivain rapporteur. J'écris et je mets les chiffres pour que les gens qui ne vivent pas au Congo, qui ne connaissent pas la situation, la réalité de notre pays, puissent se mettre à la place de ce 1, 2, 3, 4, 5, 6 morts. Voilà. Depuis quand écrivez-vous? Lorsque j'ai parlé à ma mère, je lui ai dit que mon livre allait être publié en France. Elle était heureuse. Et elle m'a dit, tu sais, quand tu avais 3 ou 4 ans, tu te mettais souvent à l'écart. J'ai toujours répondu, ma solitude n'a pas commencé aujourd'hui. Bien qu'il y ait une histoire ici, il parle des amis. Le contexte était différent. Oui. Et je me mettais souvent à l'écart, toujours porté par cette solitude-là. Et je mimais en écrivant, tapant sur sa machine. Et elle venait à son tour taper sur mes doigts parce qu'il pensait qu'on m'avait ensorcelé. Ok. Oui, et quand on y pense... Avec nos croyances. C'est un enfant qui est toujours comme ça, qui ne comprend rien. C'était peut-être une manifestation de quelque chose qu'on n'arrivait pas à saisir à l'époque. Donc, et remporter le prix de la vocation, ça m'a tellement fait plaisir parce que c'est un signe. Il me semble que l'essence d'une vocation, ce n'est pas d'être célébré, comme on dit, voilà, j'ai remporté le prix de la vocation, mais c'est de servir. Et moi, je vais servir notre humanité. Depuis quand écrivez-vous? Bon. Parce que maman vous a fait une révélation. Oui. Et de vous-même, quand avez-vous remarqué que je dois écrire, je dois vraiment commencer à écrire? À l'école, j'ai commencé par le dessin. Oui. Donc, je faisais des bandes dessinées. Et quand j'ai donné à lire à mes camarades en classe et tout ça, à mes cousins, ils me disaient, voilà, tu dessines bien, mais tu écris mieux. Okay. Donc à l'âge de 16 ans, 16-17 ans, j'ai supprimé les dessins, tout ce qu'il y avait comme dessin pour me concentrer, focaliser sur l'écriture pleinement.
Et à 18 ans, j'ai écrit un texte futuriste. C'était une forme de dystopie sur la société et comment je la voyais à l'époque où les nations, les pays commenceraient à se faire la guerre, non pas pour l'or, pour le pétrole, mais pour l'eau, qui est une ressource aussi. Mais j'espère que ce n'est pas une prémonition, mais... espérons en tout cas. Ouais, espérons. Parce qu'on se bat déjà pour tout. Hein. Oui, parce qu'on est sur la voie. On se bat même pour les intentions. Voilà. Parce que celui-là, quelque chose, je pense. Donc, c'est compliqué. Voilà. Comment forgez-vous votre écriture? Qu'est-ce qui forge votre écriture? D'où tirez-vous vos inspirations, votre manière de parfaire votre écriture? Comment le faites-vous? Ça peut servir à un jeune qui aspire à l'écriture. Je lis beaucoup. Vous lisez quoi? Je lis... C'est une question que beaucoup des écrivains évitent. Non, je ne l'évite pas. Souvent, je lis la littérature générale. Mais pas congolaise. Si. Congolaise. On reviendra sur cette question. Oui. Congolaise internationale. Voilà, j'ai lu tout ce qu'il y a à lire. Et si je ne suis pas en train de lire, je suis en train d'écrire ou d'observer. J'observe beaucoup et quand... Vous observez comment alors que vous dites que la plupart de votre temps, vous le passez presque dans votre chambre? Mais c'est ça. Je pense que l'écrivain, il est essentiel pour un écrivain d'essayer de trouver soi-même avant de songer à apporter sa matière. Une matière qu'il a puisée dans le fleuve littéraire. Parce que je pense que la littérature est un fleuve qui coule depuis la nuit des temps. Et chaque écrivain, que j'appelle affectueusement abreuveur, vient puiser sa matière, son eau, il transporte dans sa bouteille, il transforme cette matière qui a déjà été travaillée par d'autres, il y met sa touche pour ensuite la déverser dans ce même fleuve. Donc quand j'observe, c'est aussi par la littérature. Lire c'est mieux, mais c'est essentiel aussi de trouver pour un romancier sa voix. Voilà, j'observe la société de chez moi, mais pas que, dans la nature aussi. Comme je rapporte la laideur de notre société, il me semble essentiel de m'imprégner de ce qu'est là, notre société, comme beauté. Parce qu'on dit les ténèbres rendent la lumière plus brillante. Donc pour découvrir les ténèbres, parfois il faut découvrir la beauté et vice-versa. On est dans le livre Bahari Bora. Vous l'avez béni comment? Nous, la peindre, ces personnages-là, avec des détails. Vous aimez beaucoup le détail dans vos écritures. Hein? Oui. On voit que vous nous lancez des détails, même un clin d'œil, même un regard. Vous savez vraiment de ce côté-là le peindre. Mais comment vous avez travaillé le personnage de Bahari Bora? Il y a eu une inspiration, il y a eu un vécu, il y a eu quelqu'un à qui vous pensiez quand vous peignez ce personnage, ou bien c'est juste le fruit de l'imagination? Absolument. On dit l'imagination est le fruit ou la manifestation de la pensée. Ce roman, je l'ai écrit pour rendre hommage à toutes les femmes de ma vie. Savoir que moi, j'ai été élevé par ma mère, seule. Je suis journaliste, je peux entrer dans votre vie. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il m'est étranger. Ok. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il m'est étranger. Peut-être j'espère que là où il est fier. Bon, s'il me connaît, s'il a entendu parler de moi. Portez son nom. Tout ce que j'ai, je le tiens de ma mère, même mon nom, mon prénom. Et Steve vient du grec, Stéphanos, qui signifie couronne ou couronné. Et Aganzé, c'est en machi, une langue parlée à l'est du Congo, précisément au sud Kivu, oui. Et qui signifie louange ou qu'il soit loué. Donc ma mère m'a appelé couronne de louange. Et quand j'étais enfant, donc tout ce que j'ai, je le tiens de ma mère, c'est une réalité. Exact. Revenons à la question. Voilà, elle me disait elle m'a toujours répété que j'étais son génie, que je serais grand. Et à force, la répétition étant la meilleure des sciences, peut-être j'ai fini par intérioriser tout oui. ça. Et
C'est de là que provient ma détermination. Quand je fais quelque chose, je me compare d'abord à moi-même. Si je me dis que Steve, tu n'es pas là où tu dois être, ce roman n'est pas abouti, je ne le montrerai jamais. Si je commence à le montrer en toute humilité, c'est que je sens qu'il commence à prendre forme. Mais comme on apprend, on est fait des autres toujours, et que on apprend toujours, à chaque fois qu'on respire, à chaque fois que l'on esquisse un pas, on apprend. C'est ça. Le personnage de Bahari Bora, c'est maman, l'inspiration, quelqu'un de la famille. Je pensais que c'est le fruit de l'imagination, j'en doute fort. Non, c'est pas l'imagination. Voilà. Je me suis inspiré de toutes les femmes de ma vie, toutes les femmes du monde entier qui n'ont jamais abandonné, qui luttent, qui se battent pour leurs enfants, pour que leurs enfants aient simplement la chance qu'elles-mêmes n'ont pas eue. Parce qu'en me mettant au monde, ma propre mère, elle s'est sacrifiée. Elle n'a pas pu continuer l'école. Et donc, ma vie, c'est une forme de prolongation de sa propre existence. Elle voulait que j'ai la chance qu'elle n'a pas eue. Donc, j'ai écrit un roman en français, publié en France, où j'ai été. Et quelque part, ça m'attriste, parce qu'elle-même est incapable de lire ces romans. Et le Swahili, dans mon roman, je pense que c'est à elle que je m'adresse. Quand j'écris en Swahili et qu'il y a des passages comme le mot Swahili, c'est ses pensées, c'est sa pensée qui vous vient à l'esprit. Oui, pas sa pensée, mais c'est elle que je vois. Okay. Je m'adresse à elle. Ouais. Vous avez apparemment un plan de carrière. Hein? Si vous n'étiez pas écrivain, qui seriez-vous? Je serais où j'aurais été, peut-être le futur antérieur, le temps des regrets, de la négation. J'aurais été où j'aurais aimé être ministre des Affaires étrangères. Pourquoi? Les gens me reprochent du fait que... Être ministre, c'est pas vraiment une profession. Hein? C'est un fruit d'un travail, quelqu'un qui vous élève au rang de l'excellence, je pense. Bon, dans ma vie, j'aurais aimé être ministre des Affaires étrangères. Éternellement. Non. D'abord avec différents régimes. Non, pas ça. Diplomate, oui. Pour parler de notre société. Et les gens me reprochent, je pense que vous allez en venir, le fait qu'on ne les voit pas souvent dans des activités, dans des cercles littéraires congolais. Voilà, pourtant dans mon écriture, je ne parle que du Congo. Et vous fouillez la littérature, le cercle littéraire congolais, vous les évitez, ça vous imperfectionne? Non, je ne cours pas après la perfection, parce que la perfection est insipide. Tout ce qui est parfait ne m'enchante pas. Je préfère la singularité. Ouais. Et mais pourquoi on ne vous voit pas dans des scènes alors qu'il y aura fête du livre? La plupart des gens qui vont participer, ce sont des Congolais, des écrivains congolais, et vous serez en contact avec eux. Mais pourquoi vous les évitez? Oui, je suis invité à la fête du livre. Oui, exactement, je signale ça aussi. Mais je me dis, c'est une question de mérite. Pardon? C'est une question de mérite. Qui mérite ou quoi? Moi-même. Oui. Je suis exigeant envers moi-même. Ok. Bahari Bora est mon tout premier roman publié. Et je me disais, à quoi bon être dans des associations, dans des cercles, si toi-même, tu n'as pas de matière à offrir? Comme je l'ai dit, l'écrivain, il prend sa bouteille, il puise son eau, il la transforme pour ensuite la déverser dans le fleuve. Moi, je n'avais pas de matière. J'avais une bouteille vide. Et maintenant, comme il y a de la matière, il y a de la matière très prestigieuse en plus, donc au début que vous allez commencer à fréquenter le cercle. Je ne reproche rien au cercle, voilà, aux associations, mais oui. Voilà, il n'y a pas de... Je pense l'écrivain reste avant tout une personne, et chaque personne a son caractère. Et ses habitudes. Oui, ses habitudes. Moi, je préfère... la solitude. Pas tellement, parce qu'à la maison, il y a des gens, j'ai mes frères on échange souvent, et parfois je m'inspire par nos discussions, etc. Nous courons derrière les temps, c'est la télé, on aurait bien aimé vous avoir pendant 2-3 heures pour discuter, mais nous n'avons pas encore une chaîne à nous pour parler que de la littérature. On espère et on
on pense à ça, on rêve de ça, d'avoir une chaîne 100% littérature pour laisser libre espace aux écrivains et aux auteurs et aux littéraires de s'exprimer comme ils le veulent. Nous sommes dans une chaîne de télé, nous courons derrière les temps. Une dernière question. Vous êtes jeune, à peu moins de 30, vous avez déjà une écriture, on peut dire, qui donne envie de lire. Un roman qui, jusque-là, je le propose même à la clinique littéraire, si on peut faire un diagnostic, pour vanter aussi vos images, tout ce que vous avez fait, moins de failles. Quel conseil aimeriez-vous donner à un jeune qui veut devenir romancier, ou qui est romancier, et qui rêve de gagner un prix, ou d'écrire un roman à bonne et due forme? Je lui dirais de faire de l'abnégation son ami. L'écrivain est solitaire, mais l'universel, quelque part, c'est une chambre à soi, mais sans les murs. Donc même si on écrit seul, l'œuvre nous échappe toujours. Il rencontre des lecteurs qui en parlent et qui en parlent à d'autres lecteurs, comme le disait Roberto Borlagno, comme l'a rapporté Mohamed Bougarsar dans son chef-d'œuvre La plus secrète mémoire des hommes. C'est de se concentrer, de savoir ou de se poser la question pourquoi j'écris moi-même. Et si j'écris, quel est l'objectif de mon écriture? Si je puise mon nom dans ce fleuve, c'est quels ingrédients que je vais ajouter et déverser dans ce fleuve pour apporter ma singularité. C'est être déterminé, avoir du courage et s'attendre à beaucoup de refus. Parce que dans la vie, il y a beaucoup de gens qui nous ferment des portes, il y a d'autres qui les ouvrent. Donc, de ne pas abandonner. Et... Vous avez déjà reçu des critiques négatives sur vos œuvres, vos publications? Comment l'avez-vous géré? En quelques mots. Ça fait vivre le livre. Une critique, que ce soit positive ou négative, c'est une personne qui a lu, qui a acheté l'ouvrage et qui donne son avis. Et nous sommes dans une société où la parole est de plus en plus, comment on dit, les gens se retiennent, non, qui donnent leurs avis parce qu'ils ont peur peut-être, mais la littérature c'est un espace, moi je dis c'est le bastion de la mémoire, et chaque personne a le droit de donner son avis sur un livre, et un écrivain prend ce qui l'intéresse, ce qui est le meilleur, tout comme quand on fait lire au bêta-lecteur, on donne et après on prend ce qui nous construit, voilà, on prend ce qui nous construit et le reste on le jette dans la poubelle. Part, ouais. C'était un plaisir. Nous étions avec Steve Agandé, auteur et écrivain, romancier surtout, parce qu'il vient de publier son premier roman qui nous a fait l'honneur de représenter le Congo et qui a gagné le prix prestigieux et surtout lucratif, j'insiste sur ce point-là, du prix littéraire de la vocation 2025. Il place son nom à côté de Nathalie Nothomb qui l'a gagné bien avant et beaucoup d'autres écrivains français qui ont gagné. Qui l'ont gagné quand ils étaient encore jeunes et qui les ont propulsés, que le prix a propulsé bien avant et très loin. Ouais, on espère aussi une carrière longue et prospère. C'est difficile toujours quand vous sortez le premier ouvrage, vous gagnez un titre, vous gagnez un prix. C'est difficile après, vous avez déjà des œuvres gardées quelque part et on espère qu'il y aura bientôt le petit frère de Barry Bora. Je pense que quand on écrit, un écrivain, bon, moi je n'écris pas pour les prix littéraires. Vous n'écrivez pas pour les prix littéraires? Non, un écrivain qui écrit pour les prix c'est différent d'écrire pour un concours littéraire, pour un prix littéraire. Celui qui écrit pour les prix littéraires risque de finir seul, ennemi de son éditeur, de sa maison d'édition, parce qu'il y aurait beaucoup de rancœur. Il se dira, si moi je ne suis pas sélectionné dans tel ou tel prix, c'est parce que ma maison d'édition, mon attaché de presse n'a pas bien fait son travail. Voilà. Merci beaucoup. On était avec Steve Agandé. C'était un plaisir de parler, de partager avec vous sur votre ouvrage, sur votre prix et sur vous qu'on a découvert que vous écrivez et vous vous adressez à l'empathie. C'est ce que moi j'ai retenu. Il y a beaucoup de choses à retenir dans vos interventions. Chacun, j'espère, a eu sa part et on espère que prochainement
nous vous aurons encore ici, pas seulement avec un prix, mais aussi pour une autre publication, pour que nous en parlons encore et toujours, parce que la littérature n'en finit jamais. Oui. Merci infiniment. Merci beaucoup, Steve Hagan. J'espère aussi que vous avez moi leçon, que vous avez moi l'ici, na nengeni boriko ça la littérature, vision na bino la littérature et surtout écriture na bino nengeni boriko parfaire yango ce beau jeune. Nous avons reçu un jeune, il a moins de 30 ans, il a remporté un prix international et il nous revient ici avec une fierté et on espère que vous aussi vous mettriez à écrire et écrire des œuvres qui resteront éternelles et pourquoi pas, même si vous n'écrivez pas pour les prix, que vous reveniez aussi avec les prix. Parce que nous espérons que ces pays aura des prix pour encourager les jeunes, pour faire travailler les jeunes dans la littérature, car la littérature sauve. Merci mingi na bino nyonso tu otikali malamu en attendant tokutani poso ezali kolanda na mokomi mosusu na moto ya ntoki mosusu kubosana te kotanga po kotanga nde ekomisaka moto en attendant kimia na mabota na bino.